quelque chose qu'il faut accepter quand on est entrepreneur, c'est qu'il faut accepter la peur du vide. Si on n'est pas capable d'accepter la peur du vide, c'est-à-dire on ne sait pas exactement où on sera dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on ne peut pas être entrepreneur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Aujourd'hui, à mes côtés, je suis très heureux de recevoir Vincent qui est CEO et cofondateur de European Digital Group. Salut Vincent, comment tu vas ? Très bien, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très heureux de t'avoir avec nous. On se parle depuis longtemps, on suit un petit peu l'actu UDG. C'est la première fois que tu réponds à nos questions et pour le coup, c'est assez sympa parce qu'on est dans le cadre de ce format Charbon. On va évidemment parler de toi, ton parcours, tes projets. Tu vas nous raconter le Vincent entrepreneur, le Vincent peut-être père de famille, le Vincent qui va proposer des différentes actions à ses agences, à ses structures. Bref, le Vincent qu'on connaît peut-être pas forcément au sein de cet univers-là. Si tu veux bien, pour commencer, Vincent, est-ce que tu peux très simplement te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Très rapidement, je suis Vincent Klingbeil, je suis papa de 3 enfants, de 3 garçons, et donc je suis un ancien avocat d'affaires reconverti dans le digital. J'ai monté plusieurs sociétés, plusieurs startups, ensuite des sociétés de services, et il y a maintenant un peu plus de 4 ans, European Digital Group. EDG, qu'on ne présente plus, qui est quand même aujourd'hui une référence et qui fait briller un peu ce marché français, on peut le dire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les enjeux autour d'EDG, nous raconter un peu ce que tu proposes au sein de notre marché ? Tu parles beaucoup de transformation digitale. Est-ce que tu peux nous présenter EDG ? EDG, l'idée de départ, qui est toujours d'ailleurs qui n'a pas changé depuis, c'est de créer un nouvel acteur dans l'accélération digitale, la transformation digitale, la transformation IA également, pour accompagner nos clients qui sont principalement des grands groupes, des ETI, des PME, dans leur transformation à travers une offre globale, une offre end-to-end composée d'ultra spécialistes dans tous les leviers de l'accélération digitale, afin d'accompagner au mieux nos clients. L'idée, c'était aujourd'hui, il y a eu beaucoup de généralistes et ce que recherche le client, c'est vraiment avoir un groupe composé d'ultra spécialistes. Donc nous, sur chaque problématique, on a un expert entre 100, 200, 400 consultants par problématique métier, que ce soit le digital marketing ou que ce soit la digital transformation, la transformation digitale, l'IT et IT services. Combien d'entités au sein du groupe aujourd'hui ? Alors, nous, on a plusieurs façons de faire de la croissance, soit interne ou externe, mais on a fait plus de 20 acquisitions. Ces sociétés ont elles-mêmes racheté une dizaine d'entités et on a créé aussi 10 sociétés from scratch. Aujourd'hui, EDG, c'est un peu plus de 2500 collaborateurs. Pour cette année, on espère faire 380 millions de chiffre d'affaires. Avec des sujets globalisants, de la tech, de la data, des agences créa, des agences d'influence. Et quand tu l'as dit, c'est assez intéressant de se dire qu'il y a les agences et les sociétés qui elles-mêmes sont des groupes, avec Follow qui est devenu Follow Group, Ores qui est Ores Group. Donc, c'est des structures qui elles-mêmes détiennent d'autres sociétés. Nous, on essaye de trouver un gros challenger ou un leader par vertical qui ensuite doit consolider son marché. Nous, mais pas de concurrents les uns en face des autres dans le groupe. C'est chaque leader qui va ensuite consolider son marché. Donc, on a 5 business units. On a une business unit data et IA, donc tout ce qui va être data, CRM, PRM et intelligence artificielle, une BU cybersécurité IT, une business unit, donc avec Ores dont tu parlais, digital content, également une business unit performance marketing avec toutes les problématiques d'acquisition SEO, SEA, programmatique, e-commerce, etc. Et enfin, une BU growth enablers avec les services transverses, RH, lead generation, etc. Donc voilà, 5 BU qui font à peu près peu ou prou la même taille et énormément de synergie au sein des BU et entre BU. Pour ceux qui suivent le marché et qui te suivent, j'imagine qu'ils connaissent un petit peu ta proposition de valeur sur le marché, mais est-ce que les gens connaissent Vincent, l'étudiant, Vincent, le jeune diplômé ? Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, Vincent ? Quelles études tu as fait et nous raconter un peu, est-ce que tu es parisien ? Pas du tout, d'où est-ce que tu viens ? Alors, d'où je viens ? Je viens de Paris. Donc, j'ai grandi dans le 9e, d'un père chirurgien-dentiste et d'une maman qui a d'abord monté des écoles, qui a été prof et qui a monté des écoles, et ensuite qui a été commerçante, qui avait plusieurs magasins. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi, ma plus grosse expérience, moi, je suis un ancien avocat, je fais droit école de commerce, mais aujourd'hui, ma plus grande expérience, même encore à ce jour, ça reste vendeur, parce que j'ai été vendeur de 15 ans à 30 ans, tout le temps. Et donc, j'ai beaucoup appris la vente dans les magasins de ma mère où j'ai travaillé.
travaillé vraiment 15 ans. Très tôt, j'ai travaillé dans les boutiques de ma mère et ça m'a beaucoup formé et ça m'a même plus appris, je pense, que d'autres expériences. Tu étais bon élève ou pas? Tu as parlé de l'école de commerce, droit. Est-ce que tu étais bon élève? Moi, je pense que j'étais surtout un gros bosseur. J'étais très déterminé. Je pense pas que j'étais pas le meilleur de la classe, mais est-ce que c'est le meilleur de la classe qui réussit le mieux dans la vie? Mais j'étais un bosseur et donc voilà, j'ai fait d'abord du droit, école de commerce, j'ai fait l'école d'avocat, j'ai étudié aux États-Unis et ensuite j'ai été avocat d'affaires. J'ai détesté, c'était une mauvaise expérience pour moi. Pourquoi? J'ai détesté tout, en fait. J'aimais pas du tout. Je travaillais pour un gros cabinet américain et c'était énormément de pression. J'étais jeune, c'était des horaires dingues, hein, même si maintenant je travaille encore beaucoup, mais c'était, voilà, énormément de pression, peu de créativité. C'était pas un métier qui me plaisait. Et donc là, il a fallu faire le premier choix qui était très compliqué, très difficile, de se dire, j'ai quand même tellement travaillé pour devenir avocat d'affaires. Je suis dans un des plus gros cabinets américains. Je gagne très bien ma vie. J'ai pas de fortune personnelle qui me permettrait de ne pas travailler ou de prendre des risques, donc c'était un vrai risque. Mais par contre, je me suis dit, et ça, c'est un partage que je voudrais faire à des personnes qui sont pas heureuses dans leur métier. Je me suis dit, le temps de perdu, c'est le temps là que je perds à rester dans un environnement dans lequel je suis pas épanoui. Et donc, vaut mieux le faire rapidement que attendre trop longtemps et après d'être dans ce que j'appelle, et là, j'en vois beaucoup des salariés qui sont dans ce cas, c'est des prisons dorées. C'est d'être dans une entreprise, on gagne très très bien sa vie, on a un crédit et on peut plus bouger parce que on a trop de frais et on peut plus bouger. Donc moi, je me suis dit, là, tu es en train d'avancer dans le tunnel, quitte-le tout de suite avant de regretter. Et donc, j'ai décidé de quitter le métier d'avocat pour lancer une start-up. Et là, tout le monde m'a dit, mais t'es fou, en fait, t'es dingue parce que tu gagnais très bien ta vie, c'est un risque énorme de faire ça. Et donc, j'avais beaucoup de pression. Et en plus, quand 2 ans après, la première start-up que j'ai lancée, enfin 3 ans après, s'est plantée, tout le monde m'a dit, mais on te l'avait dit, c'était sûr que t'allais pas y arriver, c'était trop dur, ça. Et donc là, j'étais vraiment, vraiment mal. Et après, j'ai lancé une autre boîte qui l'a cartonné. Et là, ces mêmes personnes m'ont dit, on avait toujours cru en toi, alors qu'elles n'y avaient pas vraiment cru au démarrage. Comment on fait pour gérer le fait qu'on se soit trompé? Parce que c'est important de se dire, oui, je me suis trompé. Comment tu gères ça? Parce que tu as fait des études dans l'univers du droit. Enfin, j'avais droit, école de commerce, j'avais fait les deux. Ouais. Comment tu te dis, OK, ça ne va pas, c'est pas là où je devrais être, j'ai pas fait forcément le bon choix. Comment on prend le temps de réfléchir à ça? Et comme tu l'as dit, les enjeux financiers, les enjeux de la famille, t'étais pas en France. Comment on prend de la hauteur et comment on subit pas aussi jeune, hein, j'imagine qu'à l'époque, t'étais... Ouais, c'était 28, 29 ans, ouais. Voilà. Donc, comment on fait pour prendre cette hauteur-là qui, généralement, est plutôt issue de l'expérience, un peu plus de maturité? Non, c'était dur. Non, c'était une situation compliquée de décider d'arrêter un métier, même un statut, parce que quand t'es avocat, on t'appelle maître, t'es respecté, tout ça, de perdre ce statut. C'était une vraie épreuve. Après, à un moment, quand tu t'es certain que c'est pas fait pour toi, que finalement, c'est pas ce qui te rend heureux, à un moment, il y avait un risque de moins bien gagner qu'en étant avocat. Tant pis, j'étais prêt à l'accepter et à me dire, c'est pas grave, tant que t'es épanoui, c'est le principal. Tu rebondis, tu l'as dit, avec Talent Zapping, qui est ta première société, qui ne fonctionne pas comme tu nous l'as présenté. C'est une super boîte quand même, à part, ça n'a pas été un succès, mais c'était une boîte exceptionnelle. Mais j'imagine que c'est pas là où tu voulais être, c'est pas là où tu voulais. Non, il n'y a pas eu le succès commercial, mais en tout cas, c'était un site de découverte et de promotion de nouveaux talents artistiques qui postaient leurs vidéos, principalement des humoristes qui se défiaient en battle, et les internautes misaient des points virtuels qui étaient ensuite convertibles en cadeaux. C'était vraiment une Star Academy en ligne. Bon, c'était peut-être un peu le time to market n'était pas bien choisi. C'était en 2008. Donc Facebook venait d'être lancé et tout ça, et puis j'avais pas encore beaucoup d'expérience, donc j'avais quand même pas mal de monde sur la plateforme. J'avais, je sais pas, 30 000, 40 000 users, ce qui était beaucoup en 2008, mais ça n'a pas eu le succès escompté, donc j'ai attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, après j'avais plus de cash, donc j'ai arrêté. Ensuite arrive Ametix. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Avant ça, j'étais mal quand même d'avoir échoué sur ce projet parce que j'avais avocat, ça m'avait pas plu. Après, je lance Talent Zapping, ça fonctionne pas comme je veux. Donc là, j'étais vraiment mal. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Là, j'étais très mal. Là, moi, je suis pas un tempérament à être en dépression ou quoi que ce soit. Je suis un battant, mais quand même, j'avais pris cher quand même. C'était dur psychologiquement. Aussi, tu te dis, je peux plus redevenir avocat. Ça fait 3-4 ans que j'ai arrêté, tout ça. Donc t'es un peu. Tu perds des proches perdu. ou pas avec ça? Est-ce
ou ça, à l'inverse, ça rapproche? Bah, t'as beaucoup de gens qui te disent on te l'avait dit ou qui te disent c'est tellement dommage. Donc, de toute façon, quand t'es entrepreneur, de manière générale, faut se détourner du regard des autres. T'as toujours des gens qui vont pas y croire ou qui vont critiquer parce que eux, ils ont pas le courage de se lancer. Donc, il faut se détourner du regard des autres, ce que j'ai toujours fait. Mais par contre, rétrospectivement, ça je le dis souvent, si j'avais pas eu ces échecs, j'aurais jamais eu la réussite d'Ametix. En fait, la réussite d'Ametix, elle est due en très grande partie au fait que j'avais une revanche à prendre, que j'avais vraiment, que j'avais une énergie de malade, et là, j'avais plus le droit à l'échec. Donc du coup, là, j'ai travaillé jour et nuit sur Ametix, j'ai mis une énergie hors du commun. Et là, on est passé de 0 à 600 personnes en 4-5 ans. On a revendu la boîte de manière très successful au groupe La Poste. Et là, ça y est, enfin, c'était le succès. Donc moi, je trouve que j'avais beaucoup semé et je récoltais pas. Et à un moment, ça a payé. Est-ce que tu t'es dit, j'ai enfin trouvé la secret sauce, j'ai enfin mis les bons ingrédients? Est-ce que tu as senti ce moment de déclic où tu as dit, OK, j'ai mis ce qu'il fallait, ça fonctionne? Bah, surtout, c'est que je me suis lancé dans le service. Au début, j'étais dans les startups et c'est beaucoup plus risqué, les startups. Une startup, je pense que les succès sont bien moins élevés que de se lancer dans le service. Parce que moi, je suis un des plus grands défenseurs français du service et j'encourage les entrepreneurs à lancer des boîtes de services B2B, d'accompagner les grands groupes avec plein de services qu'on peut leur proposer. Les chances de succès sont beaucoup plus élevées. Et donc voilà, dès que je me suis mis dans le service, si tu exécutes bien, que tu mets beaucoup d'énergie, tu réussis parce que c'est pas un nouveau business model que tu dois inventer. C'est juste un business model qui existe depuis longtemps et il faut juste très bien exécuter. Et là, comme j'étais très déterminé, on a bien exécuté et on a réussi à en faire un beau succès. Raconte-nous le début de DG, l'idée, le format, vraiment la mécanique de réflexion tout au début. Bah, EDG. Donc en fait, EDG, je me suis associé avec le fonds de private equity Montefiore et on a créé de zéro il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, cette boîte ensemble. Et en fait, Montefiore, je les avais rencontrés parce qu'ils voulaient acheter ma boîte d'avant, ils voulaient acheter Ametix. Finalement, Ametix, j'ai revendu au groupe La Poste, mais j'étais resté en contact avec les fondateurs, les associés de Montefiore. Et lors d'un déjeuner avec Eric Bismuth, donc le fondateur de Montefiore, je lui dis que je pensais que j'avais vendu un peu trop tôt Ametix, qu'on aurait pu faire mieux, que j'adorais l'univers de La Poste, que j'adorais, moi j'ai adoré mon expérience à La Poste, c'était très enrichissant de voir comment fonctionne un grand groupe comme La Poste, et nous c'est la filiale d'Ocapost qui nous avait racheté, mais j'avais ce petit sentiment, me disais, on aurait pu faire mieux, on n'a pas fait de croissance externe, on a fait que de l'organique, tout se passait très bien, bon, on a été sollicité par pas mal d'industriels et de fonds et on a vendu. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs français qui vendent très tôt. Dès qu'on leur propose une grosse somme, tout de suite, ils vont lâcher rapidement. Et donc voilà, moi aussi, j'ai fait ce choix, je vais pas dire cette erreur. C'est français, ça? Est-ce que tu trouves ça très français ou pas, de lâcher moi, aussitôt? quand tu vois Mark Zuckerberg, il a refusé des offres à plusieurs milliards de Facebook, donc il a pu continuer. Non, en France, c'est vrai que quand les entrepreneurs sont approchés par un industriel qui propose un gros montant, on a souvent tendance à vendre. Et pourquoi? Tu as une idée? Est-ce que on n'est plus dans un marché un peu plus difficile ou est-ce que... Ouais, puis après, tu te dis, une somme comme ça, tu sécurises toute ta famille à vie, tout ça, tu te dis, quand même, je peux pas me permettre de refuser une telle somme, ça, alors que je pense que les entrepreneurs qui sont très courageux et qui savent refuser de belles offres et pousser, typiquement sur EDG, j'espère, moi, aller jusqu'au bout, vraiment continuer de croître. Donc voilà. Et donc voilà comment est né EDG lors d'un déjeuner dans un restaurant japonais avec Eric Bismuth, où il me dit, si tu es prêt à investir une grosse somme de ce que tu as gagné avec Ametix, eh ben, on peut monter ensemble le projet de tes rêves. Et c'était ça, European Digital Group, c'était de monter un nouvel acteur plus large que Ametix. Ametix, c'était juste un levier. Et moi, je voulais aller sur tous les leviers de l'accélération digitale. Et c'est comme ça qu'on a créé EDG en 2019, en octobre 2019. Pourquoi ce nom? Pourquoi intégrer la notion d'Europe dans le nom, qui n'est pas forcément anodin? Alors, il y a plein de petites anecdotes sur le nom, de comment est venu le nom. Mais effectivement, l'idée, c'était de monter tout de suite un leader européen, donc European, et d'accompagner dans la transformation digitale les grands groupes et nous-mêmes en montant tout de suite un groupe avec plein de filiales. Donc, c'était ça. Et après, pour la petite anecdote, je me suis inspiré d'une énorme success story de Montefiore. Je vous partage une boîte qui s'appelle European Camping Group et qui avait fait un carton atomique. Et comme je suis un peu superstitieux, je me suis dit, si
on fait European Digital Group, peut-être qu'on aura le même succès qu'eux. Et finalement, ça a marché parce qu'on a un succès qui est comparable à ce qu'a fait European Camping Group. Et donc, je suis allé voir le président, je lui ai raconté de European Camping Group et je lui ai un petit peu demandé l'autorisation. Et il a dit, bon, ça me fait très plaisir. Et il était très content. Petite dédicace, donc, mais aussi peut-être petite prise de risque, parce que tu le dis, on a voulu tout de suite être présent au niveau européen. Ça veut dire qu'il faut déjà structurer le marché français et lui donner de la force et un socle solide. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'organise EDG, nous raconter un peu comment les filiales travaillent entre elles? J'ai compris qu'il y avait beaucoup de clients qui arrivaient par un point A et qui étaient ensuite accompagnés par un point B, donc un acteur du groupe. Quelle proposition de valeur tu proposes à tes clients et d'où est-ce qu'ils viennent? Est-ce que c'est du lead entrant? Est-ce que tu leur proposes une offre globale? Ou est-ce que ils arrivent sur un sujet, je sais pas, dire le SEO, le SIA, et ensuite tu dis, nous on peut aussi faire du content, on peut aussi faire de l'affiliation. Comment tu gères ta proposition de valeur avec tes clients? Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. On a énormément travaillé notre feuille de route sur les sujets synergie chez EDG. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut donner un bon incentive à tout le monde. Donc la particularité d'EDG, c'est qu'on s'associe avec des entrepreneurs qui restent fortement actionnaires de leur société, mais ils sont également actionnaire d'EDG. Ce qui veut dire qu'on est un groupe dans lequel tout le monde est actionnaire de tout le monde, ce qui va déjà favoriser les différentes synergies entre les filiales. Donc ça, c'est le premier point. Et après, pour répondre à ta question, en termes d'organisation commerciale, on a deux types de business développeurs. On a 250 commerciaux qui sont dans les filiales et qui, là, eux, vont vendre du projet. Donc, ils vont vendre du Ores, du Follow, du Ads Up, du Medsys, du Wold. Ils vont vendre du projet. Et après, au sein du siège de EDG, on a une équipe commerciale transverse qui est pilotée par notre Chief Revenue Officer Laurent Maltese, que tu connais, et qui, lui, pilote l'équipe commerciale groupe, donc les Key Account Managers, les Account Managers, qui, eux, vont s'occuper de détecter des projets groupes, des plus gros projets, et qui vont fédérer plusieurs filiales plusieurs filiales autour d'un même gros projet, c'est-à-dire un appel d'offres à 8 lots où chaque filiale va prendre un lot et nous, on va coordonner, on va travailler tous ensemble pour répondre à cet appel d'offres. Et à part ça, il y a aussi des synergies entre les différentes filiales, entre les différentes business units, qui sont aussi coordonnées par le central. Et par exemple, s'il y a un projet qui a besoin de 2-3 filiales, eh ben, on va coordonner pour qu'ils puissent travailler ensemble. Aujourd'hui, European Digital Group, c'est 1800 clients, 70% de grands groupes, 30% de TI et de PME. Et sur ces 1800 clients, il y a plus de 50% qui travaillent avec plus de 4 filiales EDG. Ce qui prouve que les synergies ont bien fonctionné. La vision, elle semble claire aujourd'hui quand tu me racontes évidemment avec les différents succès qu'on peut suivre en regardant un peu vos actus. Est-ce que cette vision, elle a évolué? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, tiens, on va dans le bon sens et en même temps, je pense qu'il faut qu'on pivote un tout petit peu? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu clés dans cette évolution? Alors déjà, moi, je doute tout le temps. Donc, je suis tout le temps, avant de prendre une décision, j'ai demandé des conseils à 100 personnes avant de racheter une boîte. J'ai besoin vraiment d'être rassuré. Donc, la vision, elle change tout le temps. On avance, nous, avec beaucoup d'humilité. On est quand même sur un marché qui évolue très vite. Donc, il faut tout le temps faire de la veille, tout le temps décider si on se positionne ou pas sur un sujet. Donc, on regarde le live shopping où on se dit, ah, c'est trop tôt. Après, on se dit, l'IA, on mise tout dessus. Métaverse, on regarde, mais on y va prudemment. Il y a tellement de nouveautés que c'est un secteur dans lequel il faut avancer avec beaucoup d'humilité. Il faut beaucoup benchmarker, il faut faire beaucoup de veille et il faut faire des comités go-no-go à chaque fois pour savoir est-ce qu'on va sur tel levier, est-ce qu'on se positionne ou pas. Typiquement, il y a une phrase que je retiens, que j'ai retenue, qui est de jamais construire dans le jardin d'autrui. Donc, je fais très attention quand il y a une techno ou par exemple, de ne pas être dépendant d'une GAFAM qui décide du jour au lendemain que ma société ne pourra plus fonctionner parce qu'il n'y aura plus le partenariat. Donc ça, on évite de toujours être dépendant d'un GAFAM. Aujourd'hui, j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu de Vincent, le passionné, parce que j'imagine que tu es passionné par tous les sujets aujourd'hui business, mais tu as aussi, j'ai noté, des passions autour de la collection, les échecs, la scène, différents sujets qui te passionnent un petit peu, en tout cas qui t'animent, autre que le business. Alors, j'ai pas mal de passion, Est-ce que tu peux mais j'ai un problème. J'ai pas mal de passion, mais j'ai pas de temps. Moi, la semaine, je travaille vraiment de 7h à minuit tous les jours. C'est vraiment, depuis 15 ans, c'est comme ça. Le week-end, je profite beaucoup avec mes amis, ma famille, mes enfants. Mais ouais, non, j'ai quelques passions, mais j'arrive pas à beaucoup m'investir dedans. Donc, je suis un fou d'échecs. Je joue au jeu d'échecs, je m'entraîne avec un grand maître 1 heure par semaine. Donc, c'est
c'est une de mes passions. J'aime bien le poker aussi, mais en mode récréatif, pas le temps de m'y mettre, de m'y mettre à fond. Et après, c'est vrai que je suis collectionneur de plein de jeux, un collectionneur de stylos de collection, passionné par les stylos, parce que ma mère avait un magasin de stylos, donc ayant été vendeur pendant des années, elle m'a partagé cette passion. Et après, tu viendras dans nos bureaux, il y a pas mal j'adore les figurines pop, je collectionne beaucoup, les beer bricks, donc pas mal je suis un collectionneur. Comment tu gères ça? Tu l'as dit, t'as pas trop le temps. Comment tu arrives à te convaincre que tu es dans la bonne dynamique et que tu passes peut-être pas à côté de quelque chose? C'est toujours intéressant de voir le regard de l'entrepreneur qui, évidemment, mène bien sa barque et qui, en même temps, peut peut-être se poser des questions sur sa vie, sur là où il est, là où il a envie d'aller. Comment tu gères le perso, le pro? Et est-ce que tu te poses ce genre de questions? Est-ce que je passe assez de temps pour moi? Et en même temps, la question du temps pour moi, quand tu bosses et que tu aimes bien ce que tu fais, ça reste du temps pour toi. Au final, t'as pas l'impression de bosser, entre guillemets, même si c'est une phrase un peu consensuelle. T'aimes ce que tu fais. Donc, comment tu gères ça? C'est forcément une question que je me suis beaucoup posée, mais je suis très à l'aise maintenant avec ça, très bien dans mes baskets. Moi, sur mon lit de mort, je me dirais pas waouh, j'ai trop travaillé, j'ai gâché ma vie, parce que j'adore ce que je fais. Je suis hyper épanoui et j'ai aussi beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les compelling purpose. Qu'est-ce qui te pousse à réussir? Pourquoi est-ce que tu veux une telle réussite? Et donc j'ai déterminé ces compelling purpose. Donc je sais pourquoi je me bats. Et pourquoi? Et donc il y a un vrai sens derrière. Donc ça c'est pour la partie compelling purpose que je vais te partager. Et après, d'un point de vue privé, je travaille vraiment de 7h à minuit la semaine, donc tout le temps. Par contre, le week-end, je travaille jamais et je passe énormément de temps avec mes enfants, ma famille, mes amis. Et ça, c'est vraiment des moments de qualité. Ce qui fait que j'ai l'impression que mes enfants me reprochent pas le fait de travailler énormément, parce que je passe peut-être moins de temps que d'autres parents avec eux, mais c'est vraiment du temps de qualité. Donc, je vais me prendre la tête à faire des super activités. On va bien réfléchir. Après, ça arrive aussi souvent que je rentre vers 19h à la maison pour les voir, m'occuper un peu d'eux. Et après, je vais à une soirée. Après, je sors. J'essaie quand même de les voir. Non, mais c'est intéressant parce que quand tu dis 7h minuit, tu dis... Mathématiquement, c'est pas beaucoup de temps. Tu vois, si on veut vraiment être factuel, c'est pas beaucoup de temps. Mais toi, tu essaies de le rendre le plus précieux possible et de mieux l'organiser. Parce que c'est toujours pareil, on peut avoir aussi cette peur de se dire mes gamins ils vont me reprocher au bout d'un moment de... Je pense pas parce qu'il y a beaucoup de temps de qualité. Le week-end je suis à fond avec eux, donc non je pense pas que ils me le reprocheront, et sinon j'adapterai, il faudra faire mais c'est toujours intéressant de se dire comment on réfléchit, parce qu'au final quand t'es solo ça déroule, ça, comme tu dis, ça on envoie, on tente, on parle de mes enfants mais aussi de mon épouse, bien sûr. Mon épouse, dans la journée ils sont pas arrivés tout seuls on se parle beaucoup à la maison, bien sûr. C'est important aussi, parce que la vie de couple, la vie de famille, les deux ensemble, séparés, on a l'impression que l'entrepreneur, il a toujours moins de 30 ans, il est seul et il est bombarde. Mais l'entrepreneur, il est aussi plus âgé, il est aussi en famille, pas que à Paris. Ces problèmes-là aussi, ils sont à soulever. En tout cas, ils sont intéressants à mettre en avant. Tu nous l'as dit. Qu'est-ce qui te passionne? Tu m'as un peu teasé. Qu'est-ce qui te donne envie d'aller bosser? Tu dis que c'est ça qui va te permettre de partir en paix, de dire j'étais là où je voulais. Qu'est-ce qui va te motiver, toi, dans ces journées-là? C'est important pour un entrepreneur de comprendre quels sont ses compelling purpose, donc qu'est-ce qui le pousse à réussir. Nous, chez EDG, on est, comme je te disais, on est un peu plus de 2500, mais il y a 200 actionnaires. Donc, il y a un vrai partage de la valeur chez EDG. Il y a 200 actionnaires. Et un de mes compelling purpose, c'est de me dire, tu as 200 familles, si on cartonne tous ensemble, que tu peux sécuriser. C'est ce qui s'est passé là dans le dernier LBO qu'on a fait, dans le dernier événement de liquidité. Tu as eu 200 personnes qui ont... cash outé, donc qui ont gagné des proceeds, de l'argent avec ce LBO. Donc ça, c'est quelque chose qui me motive aussi, c'est de ce partage de la valeur, d'enrichir les gens, qu'ensemble, dans cette aventure collective, on réussisse tous ensemble. Et j'ai plein d'autres moteurs comme ça qui font que ça vaut le coup de se donner à fond. Depuis le début de l'épisode, t'en parles quand même assez régulièrement. La famille, c'est important pour toi. Est-ce que tu as eu une relation particulière avec tes parents? Est-ce que ça a été très très famille depuis le début? Ou à l'inverse, pas assez, et du coup tu le redécouvres et tu as envie de peut-être donner ce que tu n'as pas eu? Je sais pas, comment ça s'est passé toi niveau famille? Non, vraiment une famille exceptionnelle. On est tous très proches. Donc c'est depuis le début, c'est toujours famille. Tous très proches, mes frères et sœurs, mes parents, on est tous très proches. On s'entend tous très bien. Mon frère et ma sœur sont également entrepreneurs. Donc voilà, on s'est tous lancés. Donc les fêtes de fin d'année, ça parle le même langage, tout va bien. On essaye dans les fêtes justement de pas trop parler business. C'est vrai. Et pareil, le soir aussi. Mais c'est impossible. On essaye. C'est très bien que c'est pas possible. Ouais, mais c'est important, je pense aussi de pas. Moi, j'essaye quand je suis en vacances ou quand. C'est-à-dire
si je me laissais aller pendant les vacances, je pourrais parler business tout le temps, c'est quand même dommage. Donc j'essaie quand je suis en vacances ou quand je suis avec mon épouse ou avec mes amis, mes enfants et tout, de pas parler business, de parler d'autre chose. On est déjà tellement sur ce sujet pendant la semaine que c'est sympa mais très de parler d'autre intéressant chose. et très appréciable aussi. Paradoxalement, d'autres podcasts et d'autres formats mettent beaucoup en avant des gens qui se disent j'arrive pas à déconnecter, le week-end je suis dessus, etc. Et on se rend compte que ceux qui ont un petit peu la vérité, c'est ceux qui sont entre les deux, c'est-à-dire avoir un gros moment de deep work et en même temps avoir du côté on déconnecte parce qu'en fait on va pas se retrouver à la fin en disant bah tiens peut-être que ça serait cool qu'on fasse des choses avec sa famille. Et puis nous on est passionnés, mais après ton entourage il est pas forcément passionné de digital, d'intelligence artificielle, peut-être c'est de crypto, je sais pas, peut-être c'est pas non plus leur passion, donc et puis c'est bien de parler d'autres choses. Non mais c'est intéressant, tu vois, j'ai l'exemple en tête, on le voit, mais Anthony de Feed, il le dit le week-end, il n'arrive pas à lâcher, lui ce qui l'intéresse c'est bosser, donc c'est intéressant d'avoir deux typologies de regard, d'état d'esprit, et on sent qu'il y a un rapport différent à la famille. Toi on sent que c'est quand même assez prégnant et qu'il y a ça depuis le début. Et puis d'avoir d'autres sujets, quoi. Il n'y a pas que le digital. Moi, j'aime bien aussi la philo. Donc, voilà, j'étudie pas mal la philo. C'est un sujet aussi, un de mes sujets de prédilection. Tu nous as lancé en off avec une citation. Alors, je me rappelle même plus. Mais est-ce que tu peux nous en trouver une, peut-être qui fait sens pour toi, sur laquelle tu arrives à te projeter? Alors, la citation, mais c'était pour tester le micro, c'était l'aliénation de la routine vaut-elle l'incertitude de la liberté? Et donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est mieux de rester esclave, mais t'es dans la routine, ou de devenir libre, mais il y a une certaine incertitude. Donc c'est un peu le parallèle avec le salarié qui est dans son entreprise. Tout se passe bien, il est en zone de confort, c'est la routine. Mais est-ce que c'est mieux d'être en zone de confort dans la routine ou d'être dans l'incertitude de l'entrepreneuriat avec du risque, tout ça? Moi, j'ai préféré l'incertitude de la liberté. Comment tu gères cette incertitude? Parce qu'on sait que parfois quand tu es entrepreneur, tu dors un peu moins bien, tu te poses beaucoup de questions, et en même temps, quand tu penses trop, des fois, tu es omnibulé, tu n'arrives pas à te prendre de décision. Comment tu gères ça, toi? Est-ce que tu en parles à des gens? Est-ce que tu écris? Alors déjà, il y a quelque chose qu'il faut accepter quand on est entrepreneur, c'est il faut accepter la peur du vide. Si on n'est pas capable d'accepter la peur du vide, c'est-à-dire on ne sait pas exactement où on sera dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, on peut pas être entrepreneur. Donc il faut l'accepter et se dire, je vis avec. Je sais pas, un entrepreneur, un start-upper, il sait pas, il lui reste, 6 mois de cash, il sait pas s'il va réussir à relever dans 6 mois ou pas. Il faut qu'il arrive à vivre avec ça. Et si mentalement il n'est pas capable, faut pas qu'il se lance. Et donc moi j'ai appris ça, donc à me dire, et aussi à laisser la place au hasard. Se dire, parfois, il va t'arriver aussi des bonnes choses. Il faut être confiant aussi. Il faut avoir un mindset quand on est entrepreneur très optimiste, parce que les stats sont pas forcément avec nous quand on se lance. Et donc, il faut avoir un mindset optimiste. Moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Il y a un livre qui s'appelle Le Secret, que j'adore, qui parle de la loi de l'attraction, qui dit quand tu as des pensées positives, quand tu es toujours optimiste, quand tu y crois vraiment, il t'arrive des bonnes choses. Alors que si tu te dis toute la journée, il va m'arriver cette merde, il va m'arriver cette merde, il va m'arriver cette merde, après, elle arrive. Donc, du coup, moi, j'ai toujours un mindset très positif. Comment on fait aussi pour se dédouaner parfois de l'argent parce que on a aussi cette logique de dire on manque de cash, du coup on n'arrive pas à avancer, du coup on se bloque, du coup on stresse, du coup on n'a pas le temps de réfléchir correctement. Comment on se détache de ça, même si c'est quand même le nerf de la guerre? Comment on prend un peu de hauteur pour bien réfléchir? Alors, nous, là, on n'a pas cette problématique aujourd'hui chez EDG. Et moi aussi, il y a quelque chose aussi qui est important dans EDG et qu'il faut que je reconnaisse, c'est que comme moi, j'avais déjà gagné de l'argent avec mes entreprises précédentes, personnellement, je suis sécurisé et du coup, c'est beaucoup plus confortable pour entreprendre parce que tu peux prendre beaucoup plus de risques. Tu te dis, là, j'ai pas toute ma vie non plus qui est dans cette boîte. Alors que sur mes boîtes précédentes, sur Ametic, si ça se plantait, c'était 100% de mon patrimoine. Donc, j'étais en risque total. Là, justement, quel était l'état d'esprit du coup à ce moment-là? Là, à ce moment-là, il faut avoir un mental d'acier. Il faut être, ce que je te dis, il faut être toujours ultra optimiste. Ça te donne aussi beaucoup d'énergie et ça donne la rage aussi parce que tu dis que t'as pas le choix. Non, de toute façon, pour être entrepreneur, il faut avoir un mental d'acier. Il faut et savoir. Je crois que j'avais lu une phrase, alors c'est de Mbappé, je sais pas pourquoi je vais citer cette phrase, qui disait il suffit pas, d'être très bon, d'être un très bon footballeur pour être un champion. Il faut aussi être capable de tenir face à la pression. Et je pense que quand Mbappé il tire un penalty en finale de Coupe du Monde, il sait marquer des penaltys, c'est un joueur pro. Mais ce qu'il faut, c'est réussir à les marquer avec beaucoup de pression. Et moi, c'est pareil. On a beaucoup de pression et avec l'expérience, j'ai appris à gérer cette pression. Et donc, il y a des événements qui, il y a 10 ans, me paralysaient et j'étais en panique quand ça m'arrivait. Et là, avec l'expérience, ça m'arrivait tellement, toutes les situations sont arrivées tellement de fois que du coup, maintenant, je résiste beaucoup mieux, je suis beaucoup plus serein, je résiste mieux à la pression. Et pour moi,
le management, c'est vraiment des équations à résoudre. Et donc, à chaque fois que j'ai une problématique, je me dis, OK, j'ai une équation à résoudre. Est-ce que c'est possible de la résoudre? Oui. Donc, on fait ça, ça, ça. Et après, je passe à un autre problème. Tu disais aussi que vous vous entouriez beaucoup de gens, vous preniez les meilleurs profils, les meilleures entreprises dans chaque secteur pour essayer de les rassembler. Comment on s'entoure des meilleurs? Est-ce qu'il y a une recette magique? À part, tu m'as parlé du bench, évidemment. Comment on prend le pouls? Est-ce qu'il y a aussi une relation d'humain? Est-ce que ça passe aussi par là? Énormément. Alors nous, dans les entrepreneurs qui rejoignent European Digital Group, donc ils sont vraiment triés sur le volet, hein, c'est vraiment pour moi les meilleurs entrepreneurs. Les qualités humaines sont tout aussi importantes que les qualités entrepreneuriales, business et les performances de la boîte. Et il m'est arrivé très souvent de pas racheter une société parce que l'entrepreneur n'avait pas le mindset EDG. Le mindset EDG, c'est un mindset de partage. On est tous très team players, on s'entraide beaucoup, on se soutient, on se voit énormément. Il y a beaucoup d'événements où on se voit plusieurs fois par mois. Même certains, quand tu viens dans les bureaux de G, je sais pas si je crois que t'es déjà venu, c'est presque une boîte d'événementiel. Il y a tout le temps du monde, il y a tout le temps des soirées, tout le temps des events. Voilà, c'est vraiment, il y a une super bonne énergie, très positive chez EDG. Je crois beaucoup, moi, dans les bureaux, dans les synergies de cette énergie positive, cette bienveillance entre nous. Et donc, du coup, les qualités humaines, pour répondre à l'action, sont très importantes. Et même, c'est le plus important d'avoir le mindset EDG pour intégrer EDG. Tu le sais, généralement, est-ce qu'il y a un moment où tu dis « Ok, ça va le faire » ou « Ok, ça va pas le faire » Est-ce que tu as un déclic quand tu discutes avec ces profils-là? Est-ce qu'il y a un moment clé? Après, les RH, ça me passionne, hein, les ressources humaines. C'est aussi beaucoup d'expérience. Quand tu as vu des milliers de candidats, tu es un peu plus affûté. Maintenant, il faut savoir que les RH, c'est pas une science exacte. Donc, un très, très bon recruteur, peut-être qu'un mauvais recruteur, il aura, je sais pas, 80% de chances de se tromper. Un bon recruteur, il va avoir 20%, mais quand même, il peut se tromper. C'est pas une science exacte. Et parfois, même si tu déroules tout le process, les prises de référence, tu fais des tests t'échanges, des entretiens de personnalité, tout ça, parfois ça suffit pas. Vincent, on va se projeter un peu dans l'avenir, mais d'abord on va faire un retour vers le futur, si je peux dire ça comme ça. Si tu croisais le Vincent d'il y a 15-20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu te dirais? Beaucoup de choses. Je lui dirais t'inquiète pas, parce que j'étais très angoissé. T'inquiète pas. À la fin, ça va le faire. Tu vas galérer beaucoup, mais tu verras à la fin, tu en sortiras gagnant. Donc surtout, sois résilient et il y a des bonnes choses qui arriveront après. Ok. Où est-ce que tu te vois? Est-ce que tu le vois l'après EDG? Comment tu l'anticipes? Moi, je vois pas d'après EDG. En fait, moi, je pense que EDG, on est sur un marché énorme de plusieurs centaines de milliards d'euros en Europe, de 100 milliards en France, un marché qui est à consolider. Il y a des pure players, il y a des gros acteurs sur ce marché. Mais donc, moi, je pense que EDG, c'est un projet qui peut durer 100 ans, 200 ans, qui continuera après moi. Voilà, il y a tellement d'énormes acteurs sur notre secteur que je suis confiant sur le fait que on n'est pas du tout, je sais pas, je dois avoir aujourd'hui 0,4 avec presque 400 millions de chiffre d'affaires, on n'a même pas 1% du marché. Par rapport à l'évolution que tu as pu avoir, pro, perso, est-ce qu'il y a une chose peut-être que tu regrettes ou que tu aurais fait différemment, que ce soit du niveau perso ou pro? Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit, j'ai pris cette décision, mais avec le recul, j'aurais peut-être fait différemment? Franchement, non. Je suis assez satisfait de là où j'en suis aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, il y a eu des épreuves, mais je pense qu'elles étaient nécessaires, ces épreuves. J'enlèverais pas les échecs. Si je devais, en fait, si c'était à refaire, je me replanterais pareil. Parce que, comme je l'ai dit, pour moi, l'échec, c'est un peu l'impôt à payer pour réussir après. Et donc, fallait payer cet impôt. Donc, je suis passé par cette case, j'ai payé. Et donc, je pourrais te dire, je lancerai pas Talent Zapping parce que ça a été un échec, tout ça. Mais si j'avais pas lancé Talent Zapping, j'aurais pas eu la rage. Parce que pour travailler comme j'ai travaillé après et même maintenant sur EDG, c'est parce que t'as rencontré des difficultés et c'est ça qui va te donner après l'énergie pour avoir une vraie envie de rebondir. Donc l'échec, il est indispensable ou il est moteur? Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, la plupart, qui ont échoué avant de réussir. Il n'y en a pas beaucoup qui l'assument, mais pour moi, c'est presque c'est pas une fierté, mais c'est une fierté de se dire que tu as été en difficulté, puis tu t'es relevé, t'as pas baissé les bras et t'as réussi après. Donc
Donc moi, je m'en cache pas. Non, je pense qu'il y a certains employeurs qui réussissent avec de la chance dès le premier coup, mais pour la plupart, en tout cas, moi, tous ceux que je connais, ils ont rencontré des difficultés. En tout cas, si c'est pas des échecs entrepreneuriaux, on a quand même des difficultés. Souvent, quand on voit EDG, on dit mais quel succès, c'est exceptionnel et tout. Mais les gens se rendent pas compte de toutes les galères qu'il y a derrière, de toute la difficulté, de tous les choix qu'il y a à prendre, des décisions, des problématiques managériales. Tous les jours, il m'arrive 50 événements à résoudre. Est-ce que tu as une capacité à déléguer? Est-ce que tu as une facilité à déléguer? J'imagine que c'est toujours un peu compliqué. Comment tu gères ça? Nous, déjà, chez EDG, on est beaucoup d'associés. Donc, du coup, c'est même pas délégué, c'est mes associés. Tous les patrons des filiales, c'est des entrepreneurs, c'est leur boîte, on est associés. Donc, c'est même pas délégué, je suis associé. Et après, dans mon équipe rapprochée, oui, moi, je m'entoure toujours de gens beaucoup plus forts que moi dans tous les secteurs. Ça, c'est très important aussi d'avoir, de fonctionner comme ça. Et donc, ouais, je délègue énormément. C'est obligatoire quand on a une société d'une telle taille, on est obligé de bien s'entourer avec des gens de confiance. Tu prends beaucoup la parole, hein. On t'a vu sur différents articles, différentes interviews, différentes vidéos. La marque EDG, elle est aussi incarnée par toi. C'est l'exemple aujourd'hui sur notre podcast Charbon. Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler, cultiver? Est-ce que ça a été compliqué au début? Est-ce que il y a eu un moment où tu t'es dit, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait la marque personnelle qui prenne un peu le pas? Ou est-ce que depuis toujours, tu es à l'aise en discussion face à la cam? En fait, je pense quand on fait de la com, il faut réfléchir, se dire pourquoi est-ce que je le fais. Moi, j'ai un objectif et je te le dis clairement, c'est que les décideurs me contactent quand ils ont des projets de transfo digital, d'accélération digitale, d'IT. Et donc voilà, la seule raison pour laquelle je me mets en avant, c'est pour que des entrepreneurs successful aient envie de rejoindre EDG et que pour que les clients aient envie aussi de travailler avec nous. Donc, c'est de leur partager nos méthodos, de leur partager notre savoir-faire pour qu'on collabore ensemble. Ces clients-là, aujourd'hui, quand tu es en discussion avec eux, est-ce que tu as du retour sur la manière de travailler avec eux? Est-ce qu'ils se sentent dans un nouvel univers? Parce que tu l'as dit, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, il y a des gros groupes, on pense à des Havas, des Publicis et autres, des Epsilon, etc. Est-ce qu'ils ont le sentiment d'arriver dans une nouvelle manière de réfléchir? Parce que tu as quand même pensé ce format-là avec, comme tu l'as dit, les meilleurs dans chaque structure. C'est ce que essayent de faire d'autres boîtes. Moi, je pense, quand on parle de ça, à Publicis avec Power of One. Est-ce qu'ils sentent un peu la différence? Et comment ils apprécient vos expertises? Déjà, quand t'as pas de concurrent dans un secteur, en général, c'est que tu t'es trompé de secteur. Donc moi, c'est une très bonne nouvelle d'avoir plein de confrères, et c'est une très bonne nouvelle qu'ils soient très successful et qu'ils fassent énormément de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a un gros marché et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc pour moi, c'est très, très, très rassurant. Et c'est pour ça que moi, je souhaite plein de bonnes choses à tous les confrères dans le secteur, parce que c'est bien pour tout le secteur. Non, ouais, effectivement, les clients, ils voient beaucoup plus d'agilité chez EDG. Ils voient que comme on est un nouvel acteur, on n'est que sur les nouveaux sujets. Et donc, à chaque fois, on est sur forcément, on s'est positionné sur les bonnes problématiques. On n'a pas de dette technique, on n'a pas de business qui sont un peu obsolètes. Ce qu'on aura dans 20 ans ou dans 30 ans, forcément. Mais aujourd'hui, on est vraiment best in class sur la plupart des problématiques qui les concernent. Et aujourd'hui, on a un très bon taux de satisfaction client. Là, on a fait une étude, on a travaillé avec McKinsey sur un rapport. On a 98% de taux de satisfaction client et 99% de taux de fidélisation client, ce qui est presque l'équivalent d'une société SaaS, en fait. Donc, non, très fier. On est très obsédé par la qualité. On est très customer-centric. Pour moi, quand on fait du service, on doit être au service du client. Et pour moi, la satisfaction client, c'est vraiment... en fait, moi, quand je me réveille le matin, ou le truc qui peut faire que je vais mal dormir le soir, c'est un client qui est mécontent. Et il faut absolument qu'on rattrape le coup ou qu'on fasse en sorte qu'il soit content. On est vraiment obsédé par la satisfaction client. L'humain, on le retrouve beaucoup dans ta discussion. L'humain, la famille, les rencontres, les clients, les partenaires. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a eu un moment donné dans ta carrière, pro ou perso, où tu as eu un petit déclic, où il y a eu une rencontre qui a fait que ça t'a impacté? C'est Eric Bismuth, le patron de Montefiore. C'est vrai que quand on a fait notre dernière LBO, donc on a fait rentrer la Tour Capital à notre capital, en plus de Montefiore. Aujourd'hui, on a deux actionnaires et il m'entend extrêmement bien avec les deux. Et c'est très important d'avoir des actionnaires de confiance. Et donc, non, les deux personnes, c'est Eric Bismuth, donc qui a cru en moi, en fait, c'est très rare qu'un fonds de private equity finance comme ça en seed un projet.
Lui, je crois que c'était la première fois qu'il faisait ça. Et ça a bien fonctionné. Et après, c'est vrai que Philippe Léoni aussi de La Tour Capital, j'ai eu un énorme fit avec lui. On a eu beaucoup d'offres là sur le dernier LBO. On avait eu 8 offres d'investissement. Et voilà, j'ai eu un très très bon fit aussi avec Philippe Léoni. Et voilà, c'est 2 personnes, mais 2 investisseurs. Alors peut-être ça peut paraître un peu faillot, mais c'est sincère que ils nous ont énormément soutenus, ils nous aident énormément. Et sans eux, ouais, on n'aurait pas eu un tel succès. Bon, j'espère qu'ils vont apprécier le petit mot doux. En tout cas, voilà, la mise en avant, la dédicace, que tu nous le dis, tu nous l'as déjà dit au début, c'est cette rencontre-là qui a un peu structuré le projet. Je t'ai vu au Big Boss, je te vois à beaucoup d'events, tu prends la parole, tu te déplaces beaucoup, tu dis pas souvent non. Est-ce qu'il y a une sorte de FOMO chez toi? Est-ce que t'as ce côté-là un peu envie de pas rater les moments, envie de pas rater... C'est vrai que tu me dis ça parce que je disais pas souvent non, mais j'ai beaucoup travaillé. Et c'est vrai que là, devient de plus en plus visible et j'ai beaucoup de sollicitations. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, je disais oui souvent et quand quelqu'un me demandait... Mais là, c'est plus possible. Je reçois entre 100 et par certaines semaines, 200 sollicitations par semaine. Et donc, tu peux pas voir tout le monde, aider tout le monde. Et donc là, je suis devenu depuis quelque temps un professionnel du non. Et ce qui n'était pas naturel chez moi, mais j'ai beaucoup travaillé ça. Et donc maintenant, je dis non tout le temps. Donc surtout, faut pas se vexer. C'est juste qu'il y a un moment quand tu peux plus en fait, tu peux plus. Et donc j'ai des sollicitations de start-upers qui veulent des conseils. Donc j'essaye le plus possible de dégager des moments pour les aider, parce que j'adore aider les entrepreneurs. Mais il y a un moment, je pense que c'est le cas d'autres entrepreneurs, quand on reçoit 200 par semaine, t'as beau être hyper bienveillant, hyper sympa, c'est pas possible. Je sais pas, toi ça doit être sûrement pareil pour toi, tu dois recevoir beaucoup de sollicitations. En fait, si je disais oui à tout le monde, en fait, je pense que ce serait même pas matériellement possible en fait. Mais tu nous as dit oui, c'est beau. Voilà, mais c'est avec plaisir, mais avec joie. Mais c'est intéressant parce qu'il y a souvent des discussions entre entrepreneurs où ce sujet-là revient à la fois le FOMO, de pas être assez visible et de rater des trucs, et en même temps le côté je peux pas dire oui à tout. Comment on dit non Comment on dit non à... Ouais, c'est dur parce que parfois t'as un start-upper, il t'envoie une idée start-up, tu dis c'est une bonne idée, c'est sympa de ça et tout, mais tu dis bon, est-ce que je le vois et tout, il m'a demandé, sachant que t'en as déjà vu 1 ou 2 cette semaine, ça. Ouais, de trouver le bon équilibre, mais après un moment, c'est juste que matériellement c'est pas possible. Donc, et pareil, nous, EDG, on dit non 99% du temps. C'est-à-dire, nous, on regarde, je sais pas, 200, 300, 400 sociétés par an pour faire quelques deals par an. Donc souvent, on voit, nos deals sont visibles. Tu dis, vous avez racheté plein de boîtes, c'est visible. Mais nous, on dit non tout le temps. Pareil, quand on recrute un candidat, on reçoit plein de candidatures, on rencontre plein de gens pour une place. Donc, c'est vrai que ouais, on aimerait dire oui tout le temps, mais c'est pas possible. C'est intéressant. Moi, des fois, je me dis, quand on reçoit des demandes d'interviews, de coups de main, d'aide, il y en a partout, sur LinkedIn, sur Insta, c'est la foire aux questions. Donc déjà, on est hyper content. Je pense que toi aussi, quand tu es sollicité, ça prouve la valeur de la boîte et de l'humain qui est derrière, des humains qui est derrière. Donc nous, on est très heureux de ça. Moi, des fois, je me dis que parfois, je suis pas... Donc, faut dire non, mais je me dis, ça se trouve, je peux être la personne... sans manquer d'humilité, la personne qui va aider cette fille ou ce mec à peut-être avoir le déclic. C'est vrai que c'est dur de dire non, parce que moi-même, j'ai énormément sollicité des entrepreneurs plus expérimentés pour avoir des conseils de leur part. C'est la raison pour laquelle tu as envie de rendre. Et donc, je le fais. Quand je te dis, je dis... Non, mais bien sûr, mais évidemment. Franchement, je pense que tu peux avoir des centaines d'entrepreneurs là qui pourraient dire en commentaire qu'on les a beaucoup aidés. Maintenant, ouais, tu as la gestion du temps, qui est une vraie problématique des entrepreneurs, des CEO. Et donc à un moment, t'es face à la réalité, tu peux pas, mais c'est vrai que tu te dis, il suffit de lui présenter 2-3 annonceurs et tu peux le booster et tout ça, donc. Ouais, c'est ça. Tu te dis, même en 2-3 messages, ça se trouve, tu peux faire un peu, tu peux faire un peu péter sa boîte et tout. En tout cas, lui mettre en relation. Mais en fait, on se rend compte, puis on parle de ça, mais que c'est une barrière mentale, en fait, le fait de dire oui ou non, parce qu'au final, tu peux pas aider tout le monde. Et que tu te sens mal. C'est ça, ça crée ce moment où tu dis putain, je suis un con, je suis pas quelqu'un de bien. Alors que fondamentalement, tu peux pas prendre tout et dire oui. Et cette question de la gestion du temps, ça va revenir un peu sur mon point. Comment tu le gères ce temps-là? Est-ce que tu as un accompagnement? Est-ce que le calendrier il est géré en début de semaine? Est-ce qu'il est adapté? Comment tu gères ton temps? Est-ce qu'il y a parfois il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des coachs aussi qui viennent accompagner pour
quelques semaines pour prendre le pouls, puis réajuster. Comment tu gères le temps, toi? Non, moi, je suis très accompagné. Moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau. Donc, il faut avoir une équipe autour de soi. Donc, ouais, moi, j'ai un coach business qui va m'aider sur toutes mes problématiques. Je suis parti aussi de pas mal de clubs d'entrepreneurs aussi, où on partage beaucoup pour monter en compétences. Je demande beaucoup leurs avis à mes associés, à tous les entrepreneurs de DG, sur beaucoup de décisions. Ils ont chacun un super pouvoir, j'ai remarqué, les entrepreneurs de DG, donc à chaque fois j'essaye de m'inspirer d'eux. Après, j'ai pas d'assistante, donc j'utilise beaucoup la techno et l'IA pour prendre mes rendez-vous. Donc j'utilise soit Julie Des, soit Calendly, donc des outils pour automatiser la prise de rendez-vous, pour gagner du temps. Et non, je gère moi-même mon agenda du coup avec beaucoup d'outils. Tu m'as répondu en direct avec ton agenda sur LinkedIn. Ouais, bah voilà, tu vois, je t'envoie soit un Calendly, soit un Julie Desk, voilà, j'utilise l'IA et donc du coup ça va vite. Pour se projeter un petit peu, tu peux me dire où sera le DG dans 6 mois et où sera le DG dans 6 ans? Bah, alors ça dépend à quel niveau. D'un point de vue chiffre et rentabilité, nous l'idée c'est passer de 380 millions de chiffre d'affaires cette année, ce qu'on vise en 2024, pour arriver au milliard en 2028-2029. Avec 50% en croissance organique, 50% avec de la croissance externe. On prévoit de faire 50% de nos acquisitions à l'international. Donc là, on va bientôt annoncer un gros rachat en Espagne. Donc très fier, je pense qu'on l'annoncera vers septembre. Ok, pas d'exclus du coup. Non, en septembre. Et voilà, on a plein de cibles en cours. On va annoncer beaucoup de rachats là sur les prochains mois. De très belles sociétés, on est très fiers. Et après, en termes d'organique, ça poursuit aussi. On fait une belle année en croissance organique, même si l'année 2024 est plus tendue que les autres années, c'est plus dur. Et donc, du coup, il faut travailler plus pour arriver aux objectifs. Pour ceux qui nous écoutent, il y a évidemment la question phare de ce podcast qui s'appelle charbon. Il faut que tu me donnes la définition de charbonner. Aller au charbon, ça veut dire quoi pour toi? Pour moi, charbonner, c'est travailler énormément, sans relâche, être résilient. Moi, je me considère comme un charbonneur, c'est-à-dire on lâche rien, on est déterminé, on est un battant, on met beaucoup d'énergie, on compte pas son temps. Et je pense que c'est un peu... tous les entrepreneurs disent ça, mais la résilience, c'est vraiment une qualité importante, voilà, de toujours être déterminé, mettre beaucoup d'énergie et de charbonner. Pour terminer, un seul conseil technique ou inspirationnel ou philosophique ou en lien avec les échecs, un seul conseil pour un jeune entrepreneur qui nous écoute et qui a envie de se lancer? D'avoir des pensées positives, d'avoir un mindset positif. Et de toujours se dire que ça va bien se passer, et je pense que ça aide beaucoup d'avoir un mindset d'optimiste. Écoute, l'état d'esprit et le ton est donné. Vincent, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode. C'est passé vite. C'est passé très vite. Je pense qu'on aurait pu encore continuer 20-30 minutes. Vas-y, on continue si tu veux. On continue. Les gens, ils vont être là. Attends, il faut une saison 2 pour l'année prochaine. Je suis ravi de t'avoir reçu ici. Ceux qui ont des questions, comment ils te contactent? Tu as dit que c'était un peu compliqué. Sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a un canal? Sur LinkedIn. LinkedIn. Donc, go LinkedIn s'il y a des sujets. Merci à toi. Nous, on va faire suivre évidemment toutes les actus du groupe sur J'ai un pote dans la com, parce qu'on connaît quand même pas mal la team Ores et la team Follow. Les autres, on les aime aussi. Mais c'est un peu... Ils vont être jaloux, hein. Ça engage que moi. Voilà, on aime bien Follow, on aime bien Ores. Les autres, on va les rencontrer avec plaisir. En tout cas, merci encore à toi, Vincent. Merci beaucoup. Merci pour ton accueil. C'était génial. Je suis ravi de t'avoir eu. C'était important pour nous qu'on se parle aujourd'hui. Et pour ceux qui nous écoutent aussi, d'avoir le fondateur de DG, qu'on entend un peu partout, il fallait qu'il vienne chez nous. Merci à toi, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est toujours bon pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt.